100 ans après la disparition d'un alpiniste britannique lors d'une expédition sur l'Everest, des grimpeurs semblent avoir retrouvé sa dépouille. Il s'agit d'Andrew Irvine, qui avait disparu avec le célèbre explorateur George Mallory, dont le corps a été retrouvé en 1999. Depuis un siècle, la plus haute montagne du monde recèle des secrets que les scientifiques ne peuvent expliquer et des mystères que les alpinistes n'osent évoquer. Sur ces pentes glacées, des corps demeurent figés comme si le temps s'était arrêté. Des voix étranges résonnent à travers la glace et des empreintes inexpliquées apparaissent là où aucun être humain ne devrait pouvoir marcher. Puis en 2024, la fonte des glaciers a finalement révélé quelque chose qui était resté caché pendant un siècle. Quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur les exploits humains, un mystère enfoui sous la glace. Le mont Everest culmine à 848 mètres d'altitude, le point le plus élevé de la Terre. C'est un lieu où l'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer et où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. La montagne se dresse à la frontière entre le Népal et le Tibet. Les Sherpas, peuple autochtone, l'appellent Chomolungma, ce qui signifie « déesse mère du monde ». Ils croient que la montagne est une divinité vivante capable de bénir comme de détruire ceux qui osent gravir ses pentes. Pendant des décennies, les livres d'histoire nous ont appris que Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay furent les premiers hommes à atteindre le sommet le 29 mai 1953. Mais que se passerait-il si ce n'était pas tout à fait vrai? Et si deux hommes avaient atteint le sommet près de 30 ans plus tôt? Et que la montagne leur avait tout simplement refusé le retour pour raconter leur histoire. George Herbert Lee Mallory naquit en 1886 dans le Cheshire en Angleterre. Alpiniste de talent, il était aussi un brillant intellectuel. Ayant obtenu une bourse de mathématiques à l'âge de 13 ans, et l'étudiant plus tard à l'université de Cambridge. Parmi ses amis figuraient quelques-uns des esprits les plus brillants de sa génération, dont le célèbre économiste John Maynard Keynes. Mais la véritable passion de Mallory était la montagne. Il commença l'alpinisme à 18 ans et s'imposa rapidement comme l'un des alpinistes les plus talentueux de son époque. Mallory aperçut l'Everest pour la première fois en 1921 lors d'une expédition de reconnaissance britannique. Il cartographia les voies d'accès à la montagne et devint le premier occidental à contempler son versant ouest. C'est au cours de cette expédition qu'il prit conscience d'une chose cruciale. À de telles altitudes, les alpinistes auraient besoin d'oxygène supplémentaire pour survivre. L'air était tout simplement trop raréfié pour que le corps humain puisse fonctionner normalement. Andrew Commonman Irvine, plus connu sous le nom de Sandy, était un homme d'une toute autre trempe. Né en 1902, il n'avait que 22 ans lorsqu'il rejoignit l'expédition de 1924. Il n'avait pratiquement aucune expérience de l'alpinisme, mais possédait un don remarquable pour la mécanique. Sandy était capable de tout réparer. Lorsque l'appareil à oxygène tomba constamment en panne, Sandy repensa l'ensemble du système, le rendant plus léger et plus fiable. Mallory considérait cette compétence comme essentielle pour atteindre le sommet et choisit Sandy comme compagnon d'ascension malgré son inexpérience. Le 8 juin 1924, Mallory et Irvine partirent de leur camp d'altitude à environ 860 mètres. Ils portaient des bouteilles d'oxygène modifiées et plusieurs couches de vêtements en laine et en coton. Les alpinistes modernes utilisent des combinaisons en duvet et des vestes en Gore-Tex. Mallory et Irvine, eux, portaient du tweed et de la soie. À 12h50, le géologue Noel Odell, qui grimpait en contrebas, vit soudain les nuages se dissiper. Il leva les yeux et aperçut deux petites silhouettes noires se détachant sur la neige, progressant régulièrement vers le sommet. Odell écrivit plus tard qu'il semblait progresser avec vigueur vers le sommet. Puis les nuages se refermèrent et George Mallory et Sandy Irvine ne furent plus jamais revus vivants. Le lendemain matin, une équipe de recherche constata que leur camp était vide.
Le seul indice était 2 sacs de couchage disposés en étrange forme de T. Aucun corps, aucune note, aucune explication. Pendant 75 ans, leur sort est resté l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'exploration. Puis en 1999, une expédition américaine menée par Conrad Anker fit une découverte stupéfiante. À 858 mètres d'altitude sur la face nord, Anker aperçut une forme blanche sur la roche grise. C'était le corps de George Mallory, gelé et préservé par le froid extrême, gisant face contre terre comme s'il s'était simplement allongé pour se reposer. Sa jambe droite était cassée. Une corde d'escalade était encore enroulée autour de sa taille, suggérant une chute alors qu'il était encordé à son compagnon. Ses lunettes de ski étaient dans sa poche plutôt que sur son visage, ce qui indiquait qu'il descendait probablement de nuit. Mais le détail le plus troublant était ce qui manquait. Avant de partir pour le sommet, Mallory avait promis à sa femme Ruth de laisser sa photo au sommet de l'Everest. Il l'avait soigneusement glissée dans sa poche intérieure. Lorsque l'équipe de recherche a examiné son corps, la photo avait disparu. Mallory a-t-il atteint le sommet et laissé la photo de Ruth au point culminant de la Terre avant que le drame ne survienne lors de la descente? Seul l'appareil photo qu'il transportait permettrait d'en avoir la certitude. Les experts de Kodak ont indiqué que la pellicule pourrait encore être développée, même après un siècle dans la glace. Puis en septembre 2024, une équipe de National Geographic, dirigée par le cinéaste Jimmy Chin, explorait le glacier central du rocher lorsqu'elle aperçut quelque chose émergeant de la glace en train de fondre. C'était une botte en cuir à semelle cloutée. À l'intérieur, un pied humain. Dans la chaussette, les initiales A.C. Irvine étaient brodées de fil rouge. 100 ans après sa disparition, Sandy Irvine avait été retrouvée. Sa petite nièce, Julie Summers, a confié avoir été très émue. Cette découverte prouve qu'il a chuté de la face nord. Ses restes ont été retrouvés bien plus bas que le corps de Mallory. Mais l'appareil photo qui pourrait changer le cours de l'histoire demeure perdu quelque part sur la montagne, attendant d'être retrouvé. La montagne avait gardé Sandy Irvine cachée pendant un siècle, mais elle n'avait pas fini de révéler ses secrets. Les alpinistes qui s'aventurent dans les plus hauts sommets de l'Everest ont rapporté des rencontres bien plus étranges que des corps gelés, des apparitions de figures qui ne devraient pas exister et des voix qui semblent surgir de nulle part. L'esprit de la montagne. Pembe Sherpa est l'un des alpinistes les plus rapides à avoir atteint le sommet de l'Everest. En mai 2004, il a gravi l'Everest du camp de base au sommet en un temps record. 3 jours plus tard, lors de sa descente dans la zone de la mort, il a vécu une expérience qui a changé à jamais sa perception de la montagne. Alors que Pemba s'arrêtait pour se reposer près d'un amas de rochers, de sombres ombres commencèrent à se matérialiser autour de lui. Il s'agissait de silhouettes humaines tendant les mains vers lui comme pour implorer son aide. Pemba est convaincu qu'il s'agissait des esprits d'alpinistes morts en tentant d'atteindre le sommet, leurs âmes prisonnières de la montagne, car leur corps n'avait jamais reçu de sépulture digne. Avec plus de 200 corps gelés sur l'Everest, les Sherpas affirment que la montagne est peuplée d'âmes errantes. Les scientifiques ont des explications à ces visions. À très haute altitude, le cerveau reçoit si peu d'oxygène qu'il commence à dysfonctionner. Le taux d'oxygène dans le sang peut chuter à seulement 40% de la normale, un niveau comparable à celui des patients en fin de vie. Les hallucinations, la confusion et les perceptions déformées sont fréquentes. Mais les expériences rapportées sur l'Everest suivent des schémas difficiles à expliquer par une simple privation d'oxygène. Des alpinistes de différentes expéditions, de différentes nationalités et de différentes époques ont décrit des expériences remarquablement similaires. Ils rapportent avoir ressenti des présences invisibles, une sensation inexplicable. Des sensations tactiles sur leur peau, la vision de lumière sans source apparente, et l'écoute de voix prodiguant conseils ou avertissements. Les scientifiques appellent cela le facteur du troisième homme, en référence à un passage du célèbre poème « La Terre vaine » du poète T.S. Eliot. Ce phénomène a été décrit pour la première fois par Ernest Shackleton
lors de sa traversée désespérée de l'Antarctique en 1960. Shackleton et 2 compagnons peinaient à traverser des montagnes glacées lorsque tous 3 furent convaincus qu'une 4e personne marchait à leur côté. Cette 4e personne n'existait pas. Sur l'Everest, un 3e homme est apparu à maintes reprises. En 1933, l'alpiniste Frank Smyth atteignit environ 8,5 mètres en solitaire après que ses compagnons eurent rebroussé chemin. Il écrivit plus tard avoir ressenti une forte présence tout au long de son ascension. Cette sensation était si intense qu'à un moment donné, Smyth cassa sa barre de chocolat en 2 et se tourna pour en offrir un morceau à son compagnon invisible avant de réaliser qu'il n'y avait personne. Mais la rencontre la plus remarquable avec un 3e homme eut lieu le 24 septembre 1975, lorsque les alpinistes écossais Doug Hast et britanniques Doug Scott devinrent les premiers à atteindre le sommet de l'Everest par la redoutable face sud-ouest. Ils atteignirent le sommet à 18 heures au coucher du soleil, ce qui les confronta à un véritable cauchemar. Passer la nuit dans la zone de la mort sans tente, sans sac de couchage, avec presque aucune réserve d'oxygène et sans nourriture. Hast et Scott creusèrent une grotte peu profonde dans la neige, juste en dessous du sommet sud, à environ 750 mètres d'altitude. C'était le bivouac de survie le plus haut jamais tenté. La température chuta brutalement. Doug Scott dut enlever ses bottes et glisser ses pieds sous les aisselles de Dewar pour éviter les engelures. Alors que les heures s'éternisaient, les 2 hommes prirent conscience de quelque chose d'impossible. Quelqu'un d'autre se trouvait avec eux dans la grotte. Ils ne pouvaient voir cette présence, mais ils la sentaient. L'entité irradiait chaleur et bienveillance. Puis elle se mit à parler, leur prodiguant des paroles d'encouragement et des conseils pratiques pour survivre jusqu'au matin. Un immense soulagement les envahit lorsqu'ils comprirent qu'ils n'allaient finalement pas mourir. Contre toute attente, ils passèrent la nuit sans perdre un seul orteil à cause des engelures. D'autres alpinistes ont rapporté des expériences similaires et considèrent désormais ce mystérieux protecteur comme l'ange gardien de l'Everest. Et puis, il y a les bruits. Lorsque la nuit tombe sur l'Everest, la montagne s'anime de sons qui terrifiaient alpinistes et habitants depuis des générations. Des craquements stridents et des explosions retentissantes résonnent entre les sommets, parfois si forts qu'il est impossible de dormir. Pour les habitants, la montagne semble vivante et en colère, cherchant à se faire entendre. Les scientifiques ont expliqué l'origine de ces bruits. Lorsque le soleil se couche et que les températures chutent, la glace glaciaire se contracte rapidement. D'immenses fissures se forment et d'énormes blocs de glace se détachent de hauteurs vertigineuses et dévalent la montagne. Mais connaître l'explication scientifique ne rend pas l'expérience moins terrifiante. Les alpinistes racontent qu'allongés dans leur tente, ils entendaient la montagne gémir et se briser autour d'eux, sachant qu'un effondrement de glace pourrait les ensevelir à tout moment. Les grondements de la fureur de l'Everest ont coûté la vie à de nombreuses personnes au fil des ans. Mais la région la plus meurtrière de la montagne se situe au-delà de la portée des avalanches et des chutes de glace, dans un lieu où l'air lui-même devient poison et où les morts restent exactement là où ils sont tombés, la zone de la mort. À 8,2 mètres d'altitude, les alpinistes pénètrent dans ce que l'on appelle la zone de la mort. Il ne s'agit pas d'un surnom sensationnaliste inventé par les journalistes, mais d'une description clinique d'un lieu où le corps humain ne peut survivre longtemps aussi en forme et expérimenté soit l'alpiniste. Dans la zone de la mort, la pression atmosphérique chute tellement que chaque respiration ne fournit qu'un tiers de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Le corps ne peut s'acclimater à ces conditions. Au lieu de cela, le corps commence à dépérir. Le rythme cardiaque s'emballe jusqu'à 140 battements par minute, augmentant considérablement le risque d'AVC. Le système digestif s'arrête, provoquant une perte de poids rapide et une fonte musculaire. Les fonctions cérébrales sont gravement altérées, engendrant confusion, hallucinations et erreurs de jugement aux conséquences catastrophiques.
Même avec de l'oxygène, les alpinistes ne peuvent survivre que 16 à 20 heures dans la zone de la mort. À Duando, depuis le début de l'ascension de l'Everest, au moins 344 personnes y ont perdu la vie. Plus de 200 de leurs corps se reposent encore là où ils ont chuté, tels des monuments glacés à l'ambition et à la mortalité. La récupération d'un corps dans la zone de la mort coûte entre 60 € et 100 $ et nécessite l'intervention d'équipes de Sherpas transportant oxygène et matériel sur un terrain où chaque pas peut être fatal. Le corps le plus célèbre de l'Everest est celui de Tsuang Palour, un alpiniste indien mort dans une tempête de neige le 10 mai 1996. Son corps fut retrouvé dans une petite grotte calcaire à 8500 mètres d'altitude sur l'arête nord-est, reconnaissable à ses chaussures d'alpinisme Koflak vert vif. Pendant près de 20 ans, presque tous les alpinistes approchant le sommet par le nord devaient passer juste devant sa dépouille. Nombre d'entre eux devaient l'enjamber pour poursuivre leur ascension. Ces chaussures vertes, comme on l'appelait désormais, constituaient un macabre repère. Les alpinistes utilisaient son corps comme repère pour évaluer leur proximité avec le sommet. On estime que 80% d'entre eux s'arrêtaient pour se reposer précisément à l'endroit où ils gisaient, car la grotte offrait un abri contre le vent. En 2014, une expédition chinoise a finalement déplacé sa dépouille dans un endroit moins visible et l'a recouverte de pierres. Près de Green Boots se trouve une région appelée la vallée arc-en-ciel, et son nom est l'une des ironies les plus fascinantes qui soient. De loin, la vallée arc-en-ciel est magnifique. Une explosion de couleurs vives sur la neige blanche. De près, ces couleurs se révèlent être les rouges, bleus, verts et jaunes délavés des combinaisons de descente portées par les victimes. Le froid extrême empêche la décomposition, si bien que les corps et leurs vestes colorées restent visibles pendant des décennies. L'une des victimes les plus tragiques de l'Everest fut Maurice Wilson, un Anglais qui tenta l'ascension en solitaire en 1934. Wilson n'était pas alpiniste. Vétéran de la Première Guerre mondiale, il avait été grièvement blessé et souffrait de douleurs chroniques depuis des années. En 1932, il connut ce qu'il considérait comme une guérison miraculeuse grâce à un jeûne de 35 jours associé à une prière intense. Cette expérience le convainquit que la foi pouvait tout accomplir. Wilson conçut un plan audacieux. Il prévoyait de se rendre au Tibet en petit avion, de le faire atterrir en catastrophe sur les pentes supérieures de l'Everest, puis de rejoindre le sommet à pied. Le fait qu'il ne sache ni piloter ni escalader ne semblait pas avoir d'importance à ses yeux. Incroyablement, Wilson apprit à piloter seul, acheta un petit biplan et parvint à rejoindre l'Inde malgré les tentatives des autorités britanniques pour l'en empêcher. Lorsque son avion fut saisi, il se déguisa en moine bouddhiste et s'envola pour le Tibet. Sa dernière entrée de journal se résume ainsi: « En route pour l'Inde, magnifique journée. » Son corps fut retrouvé l'année suivante au pied du North Korin. Les alpinistes l'ont enterré à plusieurs reprises, mais sa dépouille réapparaît sans cesse au gré des mouvements du glacier. Peut-être aucune mort n'a-t-elle suscité autant de controverses que celle de David Sharp en 2006. Il mourut dans la grotte de Green Boots, tandis qu'une quarantaine d'alpinistes passaient à proximité sans lui porter secours. Ses derniers mots à un Sherpa furent un « Je m'appelle David Sharp. Je suis avec Asian Trekking et je veux juste dormir. » Sir Edmund Hillary était furieux en apprenant l'incident, déclarant que l'attitude générale envers l'ascension de la montagne était devenue effroyable et que les gens ne pensaient qu'à atteindre le sommet sans se soucier des personnes en détresse. La zone de la mort fauche des vies chaque année victimes du froid, du manque d'oxygène et de l'épuisement. Mais certains alpinistes ont découvert que la montagne recèle des dangers insoupçonnés. Des dangers qui ne viennent pas des éléments, mais de ceux-là même, à qui ils avaient confié la mission de les guider jusqu'au sommet. Quand les gardiens de la montagne s'en prennent à eux, la plupart des alpinistes qui gravissent l'Everest rêvent d'une expérience spirituelle. Ils s'imaginent s'élever à travers les nuages vers le ciel au sommet de la Terre. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est à la violence.
Le 27 avril 2013, l'Everest fut le théâtre de ce que les journaux ont qualifié de plus grande rixe de l'histoire. 3 alpinistes européens se sont retrouvés encerclés par une centaine de Sherpas furieux, armés de pierres et de bâtons. Ils ont été battus, roués de coups et menacés de mort. Sans l'intervention d'une courageuse américaine, ils n'auraient peut-être pas survécu. Les Européens impliqués étaient Simone Morrow, alpiniste italien réputé pour ses ascensions hivernales de sommets de plus de 80 mètres, Willy Stick, alpiniste suisse surnommé la Motion Machine suisse, et Jonathan Griffith, photographe britannique. Le conflit a éclaté alors qu'il gravissait à la face Lhotse, tandis qu'une équipe de Sherpas installait des cordes fixes pour des expéditions commerciales. Cette tâche dangereuse exige une concentration absolue, et les Sherpas avaient clairement indiqué par radio que personne ne devait grimper pendant leur intervention. Les récits divergent quant à la suite des événements. Les Sherpas ont accusé les Européens de leur avoir jeté de la glace. Des mots durs furent échangés. Moins de 5 minutes après le retour des Européens, à leur tente, une foule d'une centaine de Sherpas s'était rassemblée. Des pierres volaient dans les airs, frappant Steck au visage. Des coups de poing et de pied s'ensuivirent. Quelqu'un lança un couteau. Les Sherpas crièrent « Maintenant on va vous tuer ». L'alpiniste américaine Melissa Arnault les sauva en s'interposant physiquement entre les Sherpas et les Européens. Arnault avait gravi l'Everest à 6 reprises et connaissait bien la culture Sherpa. Elle comprit que les Sherpas ne frapperaient pas une femme. Morrow fut contraint de présenter ses excuses à genoux, et les Européens eurent 1 heure pour quitter les lieux. Pour comprendre comment cette confrontation a dégénéré si rapidement, il faut comprendre la culture Sherpa et leur lien avec Chomolungma. Les Sherpas ne sont pas de simples guides. Ils forment un groupe ethnique vivant en haute altitude depuis 500 ans. Leur organisme a développé des adaptations remarquables à l'air raréfié, notamment une variante génétique qui permet à leur sang de transporter l'oxygène plus efficacement. Mais leur lien avec l'Everest dépasse la simple physiologie. Ils croient que la montagne abrite Molang Zangma, la déesse bouddhiste de la générosité inépuisable. Avant chaque ascension, les Sherpas accomplissent une puja, une cérémonie où un lama bouddhiste bénit l'expédition avec des offrandes de gâteaux de fleurs de beurre de yak et de feuilles de genévrier enflammées. La pose de corde fixe est considérée comme un travail sacré. Les Européens furent perçus comme ayant manqué de respect aux travailleurs et à la déesse elle-même. La rixe de 2013 a révélé des tensions qui s'accumulaient depuis des décennies. Les Sherpas transportent de lourdes charges à travers la dangereuse cascade de glace du Khumbu à plusieurs reprises, tandis que leurs clients ne la traversent qu'en que 2 fois. Ils gagnent bien moins tout en prenant des risques bien plus importants. Le 18 avril 2014, une avalanche dans la cascade de glace a coûté la vie à 16 Sherpas, l'accident le plus meurtrier de l'histoire. Face à la maigre compensation proposée par le Népal, les Sherpas ont boycotté toute la saison. Le Sherpa le plus accompli est Kamirita, qui a gravi l'Everest à 31 reprises. Né dans le même village que Tenzing Norgay, il détient le record du nombre de sommets de plus de 80 mètres gravis, soit 42 ascensions au total. Les Sherpas protègent leurs montagnes sacrées depuis des générations. Mais ils ne sont pas les seuls êtres mystérieux censés habiter ces pentes. En 1951, des alpinistes ont découvert dans la neige des empreintes qui n'appartenaient à aucun animal connu. Des empreintes qui laissaient présager la présence d'une créature gigantesque les observant depuis les hauteurs. Les empreintes du Yéti et les créatures de l'Everest. Le 8 novembre 1951, les alpinistes britanniques Eric Shipton et Michael Ward exploraient le glacier Menlong à environ 400-500 mètres d'altitude lorsqu'ils aperçurent quelque chose d'extraordinaire. Une série d'empreintes traversait la neige devant eux. Mais ces empreintes ne ressemblaient à aucune trace laissée par des humains ou des animaux connus.
Les empreintes mesurées environ 30 cm de long étaient 2 fois plus larges qu'un pied d'humain. Elles révélaient clairement l'empreinte d'un gros orteil, plus large et plus court que les autres, avec 4 ou 5 orteils plus petits, disposés à côté. L'équipe a suivi les traces sur environ 1 km le long du glacier. Shipton ne disposait d'aucun instrument de mesure. Il plaça donc le pied botté de Ward à côté d'une des empreintes et prit une photo comparative. Ces photographies, publiées pour la première fois dans le Times de Londres, devinrent la preuve la plus célèbre de l'existence du Yéti jamais recueillie. Ce jour-là, Shipton et Ward voyageaient avec un jeune Sherpa nommé Tenzing Norgay, qui deviendrait 2 ans plus tard le premier homme à atteindre le sommet de l'Everest. Tenzing identifia les empreintes comme étant celles d'un Yéti. Dans son autobiographie, il déclara qu'il pensait que le Yéti était un grand singe. Il n'en avait jamais vu lui-même, mais son père en avait aperçu un à 2 reprises. Quel que soit l'organisme ayant laissé ses empreintes, il marchait pieds nus dans la neige à une altitude où la chair humaine subirait des gelures instantanées. Il était bipède et énorme. L'étude scientifique la plus approfondie a eu lieu en 2017 lorsque le docteur Charlotte Lindqvist a analysé 9 spécimens présumés de Yéti collectés dans l'Himalaya. 8 provenaient d'ours et d'un chien. L'étude a révélé que l'ours brun de l'Himalaya a divergé de tous les autres ours il y a 650 ans. Il est extrêmement rare et quasiment jamais aperçu par l'homme. Le mystère demeure. Eric Shipton a recueilli des échantillons de fourrure près des empreintes qui ne correspondaient à aucun animal connu. Et les alpinistes ont continué de signaler d'étranges rencontres dans le Haut-Himalaya. Ce qui est certain, c'est que l'Everest abrite la vie là où elle ne devrait pas exister. L'animal qui y vit en permanence à la plus haute altitude est l'araignée sauteuse de l'Himalaya. Observées à 600-700 mètres d'altitude, ces minuscules araignées survivent en chassant les insectes emportés par le vent. Les oies à tête barrée accomplissent l'une des migrations les plus extrêmes de la nature, traversant l'Himalaya à plus de 70 mètres d'altitude en seulement 7 heures. Les léopards des neiges rôdent sur les pentes inférieures et les ours noirs de l'Himalaya occupent un territoire près du pied des montagnes. Mais la découverte la plus étrange sur l'Everest n'a rien à voir avec de mystérieuses empreintes ou une faune improbable. Elle concerne les roches du sommet même, des roches qui renferment les restes fossilisés de créatures ayant jadis nagé dans une mer tropicale. Des secrets au sommet. Lorsqu'Edmund Hillary atteignit le sommet de l'Everest en 1953, il préleva des échantillons de calcaire. Les analyses en laboratoire révélèrent plus tard une chose étonnante. Ces roches contenaient des fossiles de créatures marines ayant vécu il y a entre 520 et 443 millions d'années, des trilobites, des lianes et de minuscules organismes ressemblant à des crevettes. Le point culminant de la Terre est donc constitué des restes d'animaux ayant jadis vécu au fond d'un océan ancien. Cette découverte témoigne de l'action de la tectonique des plaques sur des échelles de temps presque inconcevables pour l'esprit humain. Il y a environ 200 millions d'années, tous les continents étaient réunis en un supercontinent appelé Pangaea. Un vaste océan tropical, la mer de Tethys, séparait les masses continentales du nord et du sud. Le fond de cet océan a accumulé des couches de sédiments et les restes d'innombrables organismes marins. Il y a environ 130 millions d'années, l'Inde a commencé à se détacher et à dériver vers le nord. Elle a parcouru plus de 60 km en des dizaines de millions d'années. Puis, il y a environ 50 millions d'années, l'Inde est entrée en collision avec l'Asie. Cette collision a provoqué le plissement et le soulèvement de la croûte terrestre, repoussant le fond océanique vers le haut, jusqu'à ce que des roches autrefois immergées sous les eaux tropicales se retrouvent au sommet de la Terre. L'Everest continue de s'élever aujourd'hui d'environ 5 mm par an. Une bande rocheuse caractéristique appelée la bande jaune est visible près du sommet, une couche de 60 mètres d'épaisseur contenant des vestiges marins. La montagne recèle d'autres secrets, notamment des expéditions dont les archives officielles ont été effacées,
Fin 1952, des journaux ont rapporté l'existence d'une expédition soviétique secrète qui aurait tenté l'ascension de l'Everest par le nord. 35 alpinistes auraient établi des camps jusqu'à 8230 mètres d'altitude avant qu'une avalanche n'en tue 6. Les autorités russes et chinoises nient que l'expédition ait eu lieu. La plupart des historiens pensent qu'il s'agissait d'une supercherie élaborée, mais des corps apparaissent bel et bien sur l'Everest sans explication. En 2017, des Sherpas à la recherche d'un alpiniste slovaque décédé ont découvert 4 autres cadavres dans une tente du camp 4. Aucun alpiniste n'avait été porté disparu cette année-là. Ces corps n'ont jamais été identifiés. La montagne continue de révéler ses morts au fur et à mesure que la glace recule. Mais elle continue aussi de faire de nouvelles victimes, parmi lesquelles certains des alpinistes les plus chevronnés de tous les temps, ultime tragédie de l'Everest. Willy Steck, surnommé la Dumb Machine suisse, en raison de ses capacités d'escalade quasi surhumaines, est né en 1976. Dès l'âge de 17 ans, il gravissait des voies extrêmement difficiles. Il a établi des records de vitesse qui semblaient impossibles, notamment l'ascension de la redoutable face nord de l'Iger en 2 heures et 22 minutes. Il a remporté à 2 reprises le prestigieux prix Pate d'Or et a été nommé aventurier de l'année par National Geographic. En avril 2017, Steve Ladd s'est rendu à l'Everest avec un objectif ambitieux. Il avait prévu d'escalader l'Everest et le Lhotse voisin sans oxygène. Le 30 avril, il partit seul s'acclimater sur le Nupti. Il fut aperçu pour la dernière fois à environ 300 mètres du sommet. Il fit ensuite une chute mortelle d'environ 0 mètre. Les causes de sa chute restent inconnues. Ses compagnons d'ascension étaient trop éloignés pour assister à l'accident. Marco Effradi était un snowboarder français célèbre pour ses exploits. Le 23 mai 2001, il devint le premier homme à descendre l'Everest en snowboard par le Norton Couloir en environ 2 heures. Mais Seafray n'était pas satisfait. Son véritable objectif était le Hornbeam Couloir, une voie plus abrupte et jamais descendue. En septembre 2002, après 13 heures d'ascension, Seafray atteignit le sommet. Malgré les avertissements des Sherpas concernant les changements de météo et son épuisement, il s'élança sur le Hornbeam Couloir avec son snowboard. Les Sherpas, qui l'observaient en contrebas, le perdaient de vue par moments dans les nuages. Puis ils aperçurent au loin une silhouette se relever et glisser silencieusement le long de la montagne. Marco Effradi ne fut jamais revu. Les équipes de recherche ne trouvèrent aucune trace de lui. Son corps repose toujours quelque part sur l'Everest, parmi plus de 200 dépouilles prises au piège des glaces. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Entre 17 et 18 personnes périront en 2023, faisant de cette année l'une des plus meurtrières jamais enregistrées. Parallèlement, la montagne est confrontée à une crise environnementale. Chaque saison d'ascension, des milliers de visiteurs génèrent jusqu'à 12,0 kg de déchets humains. Les campagnes de nettoyage menées au Népal ont permis de retirer plus de 110 tonnes d'ordures depuis 2019. Mais le problème ne cesse de s'aggraver. Le changement climatique transforme l'Everest, au point de le rendre bientôt méconnaissable. Le glacier du pôle Sud a perdu plus de 54 mètres d'épaisseur en 25 ans. Des scientifiques préviennent que le plus haut glacier pourrait disparaître d'ici le milieu du siècle. La fonte des glaces entraîne la découverte de nombreux corps. Une nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur en 2025, imposera le port de balises GPS à tous les alpinistes et interdira l'ascension en solitaire des sommets de plus de 80 mètres. Désormais, les alpinistes doivent avoir gravi un sommet de plus de 70 mètres pour obtenir un permis pour l'Everest. Pourtant, chaque printemps, des centaines de nouveaux grimpeurs arrivent au camp de base. Ils foulent le même terrain où Maurice Wilson est mort, son journal serré contre lui, où David Sharp est mort de froid sous le regard des autres alpinistes, où Marco Effradi s'est volatilisé. Ils traversent la zone de la mort où gisent plus de 200 corps gelés. Ils longent la voie massée,
La vallée arc-en-ciel où les vestes colorées des défunts forment une mosaïque macabre. Ils progressent vers le sommet où des fossiles marins témoignent de la puissance inimaginable du temps géologique. L'Everest nous a révélé bien des secrets au cours du siècle dernier. Mais le plus grand mystère reste peut-être celui de notre ascension incessante. Que pensez-vous qu'il soit réellement arrivé à Mallory et Irvine? Croyez-vous que les histoires d'anges gardiens et de rencontres fantomatiques aient une explication scientifique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.